Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau webinaire sur le Process Control, la commande de procédé, partie 2. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière en utilisant notre logiciel LV-ProSim pour vous présenter comment on peut parvenir à enseigner le process à nos étudiants et comment faire la configuration finalement de notre boucle PID avec nos différents paramètres P, I et D pour obtenir un contrôle efficace et rapide. On attend encore plusieurs personnes qui ne sont pas encore en ligne, donc en attendant, je vais prendre le temps de vous présenter encore une fois mon collègue qui va être le copilote ce matin, Monsieur François-Xavier Bellil. Salut François-Xavier. Bonjour à tous, bonjour Christian. Oui, il faudrait peut-être que moi aussi je mette ma caméra à on pour qu'on puisse Ah ben oui, on va me voir si voir. tu es bien Bon. peigné ce matin. Ah non, toujours couetté, toujours. C'est difficile Donc, avec les barbiers qui sont fermés. oui, c'est ça exactement. Puis, ils n'ont même pas le temps de me faire la barbe. Donc, François-Xavier va être là encore une fois pour être à l'écoute de vos questions, répondre aux questions d'ordre plutôt administratif et individuel par la boîte de texte et sinon me relayer les questions pour que je puisse répondre de façon verbale à tous si c'est une question d'ordre général. Donc, merci encore une fois, FX, d'être là. Il n'y a pas de quoi, on se voit tantôt. Parfait. Ensuite de ça, encore une fois, pour me permettre d'aligner ma présentation avec vos besoins, j'aimerais savoir parmi vous, quels sont ceux qui sont familiers avec le concept de, je m'excuse si je me répète pour ceux qui étaient là lors du dernier webinaire, mais j'aimerais savoir ceux d'entre vous qui sont familiers avec le concept de process, de commande de procédé. Donc, levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont familiers avec le process, donc les boucles de rétroaction, les paramètres P, I et D. C'est juste pour savoir si je dois prendre le temps de bien expliquer le tout ou si je peux me permettre d'en faire un survol rapide. Donc, d'après ce que je vois, il y a peu de personnes qui sont bien familiers avec le principe. Parfait. Bon, peut-être que c'est parce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas trouvé le bouton pour lever la main. Donc, dans votre interface, vous avez un petit bouton vert ou blanc. Je ne suis pas sûr qu'il y a une icône de main dessus. Donc, tout simplement, cliquez sur ce bouton si vous voulez lever la main. Je vois une main levée. Moi aussi, une seule. Donc, je vais en conclure que je vais prendre le temps quand même de bien définir la théorie sous-jacente avant de plonger dans la simulation comme telle et vous montrer comment on peut arriver à faire ce contrôle. Donc, on est à peu près à la moitié des participants en ligne à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on va y aller sans plus tarder parce qu'on a encore un programme assez chargé. On essaie toujours de vous en donner le plus possible à travers ces webinaires. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont au programme, mais on va faire ce qu'on peut. Et puis, si jamais il en reste d'excédentaires, on pourra décider de faire un dernier webinaire sur le process. C'est certain que 3 webinaires, ce ne serait pas trop pour couvrir un sujet aussi large. Donc, j'espère que vous voyez tous mon écran, ma présentation PowerPoint, encore une fois en anglais. Désolé, toutes nos présentations sont unilingues anglophones, mais le commentaire est dans la langue qui vous convient. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, donc au dernier webinaire, on a vu justement c'était quoi le process. On a vu comment caractériser un process en déterminant les paramètres de gain, de temps mort, de dead time et puis de la constante de temps de notre process. Et avec ces paramètres-là, en général, ça nous permet justement d'avoir une première analyse des paramètres P, I et D qui sont nécessaires pour contrôler le process. Mais avant de plonger dans la paramétrisation justement de notre process, on va regarder quelques autres petits éléments qui doivent être éclaircis ici. Donc, on va définir c'est quoi la différence entre une action inverse et directe. Ensuite de ça, on va regarder la forme de contrôle le plus simple, contrôle on-off, tout ou rien.
parce que, oui, en effet, en français, c'est TOR, c'est ce qu'on voit souvent, l'acronyme, pour tout ou rien. Ensuite, on va regarder la commande PID en regardant en ordre croissant de complexité les contrôleurs proportionnels, les contrôleurs proportionnels et intégrales, et finalement proportionnels, intégral et dérivatifs. On va pouvoir comparer ces différents types de contrôles. Et finalement regarder à la structure des contrôleurs. Donc ça, tout ça, c'est le sujet de la discussion théorique préalable au contrôle comme tel. Puis après ça, on va aller faire différents types de contrôles justement en utilisant différentes méthodes pour trouver nos paramètres P, I et D. Donc, tout d'abord, distinction entre action directe et action inverse. C'est pas compliqué, c'est que dépendant du type de final control element, d'élément final de commande qu'on a, des fois, une action du contrôleur va devoir être proportionnelle à l'erreur ou inversement proportionnelle à l'erreur. Donc, je vous explique. Bon, tout d'abord, l'erreur, on s'entend quand on parle d'erreur en process, c'est qu'on parle de la différence entre la valeur actuelle du paramètre qu'on essaie de contrôler et la valeur voulue, la valeur désirée, donc le set point, la consigne. Donc, si à l'heure actuelle, je contrôle le niveau dans mon réservoir et la consigne est de 60% pour le niveau, alors que mon niveau est présentement à 50%, eh bien, l'erreur est de 60 moins 50, j'ai une erreur de 10% que je dois corriger. Donc, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Donc, ce que je disais, c'est que si l'action, pour un exemple d'action directe, ici, on a un réservoir qui se remplit continuellement par le haut et qui se vide continuellement par le bas. Ce qu'on commande, finalement, c'est l'ouverture de la valve de sortie ici. Or, cette valve-là est définie, comme vous voyez, comme étant une FC pour Fail Close, c'est-à-dire que la valve, si elle ne reçoit aucun signal, soit parce que le contrôleur n'envoie aucun signal ou qu'il y a un problème de communication et que le lien de communication est brisé, donc en ne recevant aucun signal, la valve se ferme, d'où le terme Fail Close. Donc, c'est-à-dire que pour ouvrir davantage la valve, le contrôleur doit envoyer de plus en plus de signal. Donc, s'il envoie le signal le plus faible, 4 mA, la valve va être complètement fermée. Et s'il envoie 20 mA, le signal maximal, la valve va être complètement ouverte. Donc, dans ce cas-ci, si on détecte que notre variable ici, que notre niveau monte au-dessus de la consigne, donc si le niveau, si notre variable de commandée augmente, il faut qu'on augmente le signal à la valve de sortie pour l'ouvrir davantage, pour laisser sortir plus d'eau. Donc, vous voyez que alors que la variable commandée augmente, le paramètre commandé augmente, la variable de commande doit elle aussi augmenter. Donc, on parle ici d'une action directe. Alors qu'à droite, on a une action inverse. Vous voyez que la valve, la seule différence, c'est que notre valve maintenant est une FO pour Fail Open. Donc, elle, quand elle ne reçoit aucun signal, elle s'ouvre complètement. Donc, c'est-à-dire que plus on envoie un fort signal à la valve, plus elle se ferme, ce qui est totalement l'action inverse. Donc, dans la même situation, si mon niveau augmente ici, il faut que je diminue le signal que j'envoie à ma valve pour l'ouvrir davantage. Donc, le paramètre, la variable de commande varie de façon inverse à la variable contrôlée. Ensuite de ça, on va parler du premier type de contrôle, le plus simple, avant de plonger dans le contrôle PID. Le contrôle le plus simple, c'est le contrôle on-off ou tout ou rien. Et ce genre de contrôle-là, bon, ça fait un contrôle qui est assez rudimentaire, mais qui s'adapte bien à certains types de systèmes, dont par exemple les systèmes de température. Les contrôles de température, souvent, n'ont pas besoin d'être très, très fins. Et c'est le cas de la température dans votre frigo, la température dans votre cuisinière, la température dans la maison. En général, c'est contrôlé par un contrôle tout ou rien. Alors, si la température, par exemple, si la température baisse sous la consigne, si la température baisse sous la consigne, on va allumer notre élément chauffant. Donc, mais on va l'allumer complètement, pas seulement à 50%, on l'allume à 100%. Donc, on lui envoie la puissance maximale
pour qu'il chauffe l'habitacle. La température va commencer à augmenter dans l'habitacle, dans la cuisinière, et on voit que la température est en train de monter, on éteint notre élément chauffant complètement à 0. Puis, quand la température va redescendre, on va réallumer l'élément chauffant. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un contrôle tout ou rien. C'est soit qu'on envoie toute la puissance ou aucune puissance du tout à notre sortie, à notre variable manipulée. Donc, ce qui fait qu'on a une fluctuation constante autour de la consigne de notre variable commandée. Si on veut avoir un contrôle plus précis et moins oscillant, on va se servir du contrôle proportionnel. Donc, vous avez ici l'exemple d'un contrôle proportionnel. En fait, le schéma que vous voyez ici, c'est exact dans le haut, c'est exactement le même schéma qu'on retrouve pour un contrôle tout ou rien. La différence entre un contrôle tout ou rien et un contrôle proportionnel, c'est la valeur qu'on donne ici au gain de notre contrôleur. Donc, de quelle façon le contrôleur va réagir à une erreur. Donc, ce que vous voyez, encore une fois, on l'avait vu la semaine dernière, mais je répète ici, à la sortie de notre contrôleur, on a notre signal de commande, par exemple, le courant électrique qu'on envoie à l'élément chauffant pour le faire chauffer. Ça va avoir un impact ici, le schéma est incomplet, là, ça va avoir un impact sur le process qui est la variable de process, qui est la température. La température va être mesurée par un capteur, va revenir ici. On va comparer la température actuelle à la consigne. Donc, en fait, on va la soustraire à la consigne, ce qui va nous donner un signal d'erreur. Et cette erreur-là va être multipliée par le gain du contrôleur ici pour générer une nouvelle commande. Donc, dans un contrôle tout ou rien, le gain qui est ici est très élevé. Donc, à la moindre petite erreur, on envoie un signal de sortie très élevé qui est 100% du signal finalement. Alors que dans un contrôle proportionnel, ce gain-là va être de grandeur variable dépendant de la rapidité avec laquelle on veut répondre à ce changement-là, à cette erreur-là. Donc, justement, le contrôle proportionnel, comme le nom le dit, la sortie va toujours être proportionnelle à l'erreur, mais cette proportion-là va varier justement dépendant de l'amplitude qu'on a donnée à notre ou la valeur qu'on a donnée à notre gain de contrôleur. Donc, justement, on voit ici en bas qu'est-ce que ça donne, différentes valeurs de gain du contrôleur. Donc, avec un gain très faible, vous voyez que la réponse est lente. Ici, c'est notre variable contrôlée, comment elle varie. Donc, on voit qu'avec le temps, la variable monte très tranquillement et ne monte pas très haut non plus. Avec un gain de 1, on dit que là, on a un système transparent. En fait, notre contrôleur n'a aucune action, ne fait pas vraiment d'action. À la sortie du contrôleur, on a un signal qui est égal à l'erreur à l'entrée. Donc, ça, c'est la réponse naturelle, on peut dire, du système. Puis, par suite, si on augmente notre gain, on le double, x2, x4, vous voyez que plus on augmente le gain, plus la variable contrôlée va varier rapidement. Donc, plus la pente ici est abrupte. Et éventuellement, même, la variable va dépasser la valeur de la consigne qu'on essayait d'atteindre. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un overshoot en bon français pour ensuite se stabiliser à une nouvelle valeur. Et si on continue à augmenter le gain, vous allez voir qu'on va tranquillement se diriger vers une réponse oscillatoire. Donc, on va, parce que évidemment, notre contrôleur va répondre en envoyant un très fort signal, ce qui va augmenter trop la température, pas la température, mais disons le niveau, va l'augmenter trop. Donc là, le contrôleur va se rendre compte, oups, l'erreur devient négative, donc il va se mettre à diminuer le signal, réaugmenter, diminuer, et on se retrouve dans une réponse oscillatoire comme ça. Si on continue encore à augmenter le gain quand on est rendu là, on se ramasse avec la courbe bleue, où on se retrouve avec une oscillation continue. Donc, il n'y a pas d'amortissement de l'oscillation. Elle demeure à un niveau constant, puis elle peut même aller en s'amplifiant, comme on va le voir. Donc, c'est l'impact du paramètre de gain de contrôleur. C'est ce qu'on vous dit ici sous forme de texte. Et on vous dit aussi que certains manufacturiers de contrôleurs, plutôt que d'utiliser le gain de contrôleur dénoté par KC, vont plutôt utiliser le proportional band, qui est la réciproque mathématique, tout simplement, l'inverse mathématique, comme vous voyez. Donc, le gain et le proportional band sont réciproques l'une de l'autre. Ça dépend, c'est juste la façon dont les manufacturiers décident de définir ce paramètre pour leur contrôleur.
Et une petite note ici, soyez prudents. La semaine dernière, on a parlé de gain aussi, mais on parlait du gain du procédé, OK, le process gain. Donc ça, c'est le gain naturel de notre procédé sans aucune commande, sans aucun contrôleur sur le système. Comment le procédé répond à une variation en échelon. Quand on le fait subir une variation d'échelon à notre commande de sortie, comment le système répond à ça. Ça, c'est le gain du process, le process gain, alors qu'ici, on parle du gain du contrôleur. Donc, c'est la variable qu'on définit dans notre contrôleur pour en commander la réponse. Donc ici, on voit on voit un exemple de type de réponse qu'on va obtenir d'un contrôleur proportionnel uniquement. Donc, vous voyez qu'avant, au départ, on a une consigne à 50 et notre variable commandée est à 43 Donc, vous voyez qu'il y a une marge entre la valeur qu'on a et la valeur qu'on désire. Puis, on augmente d'un coup notre consigne à 60 Évidemment, notre variable contrôlée va augmenter aussi parce que notre contrôleur ici va répondre en envoyant un plus fort signal, on va dire à la pompe, pour accélérer la pompe, ce qui va augmenter le niveau dans notre réservoir ici. Puis, après quelques oscillations, le contrôleur va rétablir la variable contrôlée à une valeur fixe. Mais vous voyez qu'encore une fois, il y a un écart entre la variable contrôlée et la consigne. Ça, c'est cet écart-là, cette erreur-là constante, finalement, qu'on retrouve, cet offset-là qu'on appelle, comment on dit en français en process? Peut-être qu'FX va pouvoir m'aider. On parle toujours d'offset en anglais. Donc, cet écart-là qu'on retrouve ici, constant, c'est une caractéristique des contrôleurs proportionnels. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on atteint la limite de sensibilité de nos capteurs ou la limite de précision de commande de notre contrôleur. Donc, si l'erreur est si petite qu'en la multipliant par le gain qu'on a déterminé dans notre contrôleur, la sortie ne varie presque pas. La sortie ne varie presque pas ou elle varie si peu que la commande de la pompe, par exemple, n'est pas capable de répondre à cette petite variation. Donc, le courant de sortie passe de, on va dire, 14 mA à 14,1 mA. Ben, ce 0,1 mA-là peut être trop petit pour être détecté vraiment par la commande de la pompe et la pompe ne sera pas capable n'accélérera tout simplement pas suite à cette variation-là. Et c'est ce qui fait qu'on va demeurer avec un écart comme ça ici. Christian, on a des réponses peut-être pour t'aider en ce qui a Oui. trait à l'offset. Oui. On parle d'erreur statique ou d'erreur L'erreur. résiduelle ou peut-être décalage aussi. Parfait, merci beaucoup. Donc, je savais qu'il y aurait quelqu'un dans l'auditoire qui aurait le bon terme. On s'excuse, nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, malheureusement, on est souvent très influencé, surtout dans les domaines techniques, par la nomenclature anglophone. Et puis, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Même quand on parle français, on va utiliser les termes anglais pour ces différents termes techniques-là. Ils nous viennent moins facilement en français. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là pour garder la langue française pure. Merci. Donc, voilà pour ce qui est de la commande proportionnelle. Donc, on vient de voir qu'on a un problème avec la commande proportionnelle. Justement, cette erreur statique-là qui demeure là, c'est un problème. On veut pouvoir éliminer cette erreur-là. Donc, on va introduire le paramètre I, le paramètre intégral, qui va nous permettre de venir corriger cette erreur-là, justement. Le but de ce paramètre-là est d'éliminer l'erreur statique laissée par le terme proportionnel. Donc, on a un petit exemple ici et vous allez comprendre pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les termes mathématiques que quand on parle de termes intégral, on parle vraiment de l'intégrale mathématique qui correspond à l'aire sous la courbe. Donc, ici, vous voyez qu'au départ, notre erreur est nulle. Donc, si on veut on veut calculer l'aire sous la courbe, en fait, la courbe, on peut supposer que notre axe des X est ici, là. Puis, comme l'erreur est nulle, ben, il n'y a aucune aire sous la courbe. Donc, la réponse de notre contrôleur, comme vous voyez, est constante. Donc, il n'y a pas de terme intégral parce que l'air n'augmente pas sous la courbe. Mais si une erreur apparaît, là, on va commencer à calculer l'air sous cette courbe-là.
et à différents points dans le temps, notre variable manipulée, ici la sortie de notre contrôleur, va augmenter avec l'air sous la courbe. Donc, au départ, l'air est nul et plus on avance dans le temps et qu'on calcule l'air qui grandit continuellement sous la courbe, ben, la sortie de notre variable manipulée va augmenter. Et donc, vous comprendrez que cette variable-là, c'est le signal qu'on envoie à notre pompe, par exemple. Donc, éventuellement, le signal va être assez fort ici pour être détecté par le contrôleur de la pompe et la pompe va commencer à accélérer, ce qui va avoir pour résultat de diminuer l'erreur éventuellement. À l'inverse, on peut avoir une erreur négative et dans ce cas-ci, l'air sous la courbe est négative et notre variable manipulée va diminuer. Et puis finalement, quand on retourne à une condition où l'erreur est nulle, ben, le contrôleur, la variable manipulée va demeurer constante tant que l'erreur est nulle parce qu'il n'y a plus d'air sous la courbe. Donc, l'effet de ça, si on sort de la définition mathématique, c'est que plus le temps s'écoule, quand il y a une erreur dans notre système, puis cette erreur-là est statique, elle est constante, ben la sortie de notre contrôleur ne sera pas, elle, constante. Elle va augmenter, et ça va avoir pour effet de venir corriger l'erreur éventuellement, parce que ça va augmenter la vitesse de la pompe, par exemple, ou la diminuer, là, dépendant si on est dans une action directe ou inverse, pour venir corriger l'erreur en question. Et c'est ce qui fait que le terme intégral va réussir à corriger les erreurs statiques. Sachez qu'encore une fois, dépendant des manufacturiers, on va parler soit de la constante de l'integral time constant, la constante de temps intégrale, ou bien on va parler du reset rate. Encore une fois, le terme en français va m'être fourni, j'imagine, bientôt. Donc, le taux de rafraîchissement, je ne sais pas, je traduirais ça comme ça, mais c'est sans doute pas le cas, qui sont tout simplement, encore une fois, l'inverse, la réciproque mathématique l'un de l'autre. Et finalement, on va introduire notre dernier terme, notre terme dérivatif, qui, lui, va nous permettre d'obtenir un contrôle plus fin et plus rapide. Parce que le problème avec le proportionnel et l'intégrale qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est que oui, ça va finir par corriger l'erreur, mais des fois, ça peut être un peu long. Et puis, le système peut être un peu lent à répondre à une variation. Donc, en venant rajouter le terme de dérivé, là, on va pouvoir répondre plus rapidement à une erreur. On va pouvoir même corriger une erreur avant qu'elle n'arrive, parce que c'est le but de la dérivée. La dérivée, ce qu'elle va faire, c'est comme c'est le cas en mathématiques, elle va venir calculer la pente ou le taux de variation de l'erreur. Donc, elle va vérifier à quelle vitesse l'erreur est en train d'augmenter ou de diminuer. Et ça va permettre donc, avant même qu'une erreur se soit accumulée, juste en regardant la pente de variation de l'erreur, ça va permettre au contrôleur de venir corriger une situation en devenir, une situation qui s'en vient, avant même qu'il y ait une erreur en fait d'introduite dans le système. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pre-act, d'une action préalable et préventive, si vous voulez. Donc, on peut dire que ça permet au contrôleur de voir dans le futur. Le paramètre dérivé va permettre au contrôleur de voir dans le futur ce qui s'en vient, alors que le paramètre intégral, on dit qu'il permet au contrôleur de répondre au passé, donc à l'erreur accumulée jusqu'à ce moment. Et puis finalement, le paramètre proportionnel, lui, répond instantanément à l'erreur actuelle. Donc, on a trois paramètres, un qui regarde le présent, un qui regarde le passé et un qui regarde le futur. Ça permet d'avoir le contrôle le plus fin possible. Par contre, sachez que le terme dérivé souvent peut insérer une instabilité dans le système parce que puisque ça répond à la pente, s'il y a du bruit dans le signal qui arrive du capteur, un bruit électrique ou etc., qui génère des variations très rapides et donc une pente très élevée, ça peut faire en sorte que notre contrôleur va se mettre à la sortie de commande de notre contrôleur, notre variable manipulée, peut commencer à osciller très rapidement et ça peut avoir un impact néfaste sur notre pompe, par exemple, qui va devoir se comporter en faisant en accélérant et en ralentissant continuellement, ce qui peut évidemment fatiguer mécaniquement cette composante. Ça peut être une valve aussi.
Donc, si on regarde graphiquement le type de réponse qu'on peut s'attendre à avoir de chaque type de contrôle, en vert, aucun contrôle, c'est la réponse naturelle du système. En bleu, c'est notre réponse proportionnelle. Donc, vous voyez qu'on répond bien, sauf que le problème, c'est qu'on demeure toujours avec l'erreur statique que vous voyez ici. Ensuite, proportionnel et intégral, c'est la courbe en rouge. Donc là, vous voyez que notre terme intégral nous permet de venir augmenter la vitesse de notre réponse, va amplifier notre réponse, mais ça a tendance à créer, ça peut créer quelques oscillations comme on les voit ici. Donc, ça peut augmenter le temps de stabilisation à la nouvelle valeur. Et finalement, si on ajoute le terme dérivé, vous voyez que de la même façon, on va répondre aussi rapidement qu'avec le proportionnel intégral, mais on va se stabiliser plus rapidement. C'est la courbe en noir. On va se stabiliser plus rapidement sur la nouvelle consigne. Donc ça, évidemment, c'est dans le cas c'est des cas types, dépendant des valeurs qu'on donne à P, I et D. On peut avoir une réponse qui ressemble plus ou moins à ça, mais disons que c'est l'idéal. Avec P, I et D, on espère pouvoir répondre le plus rapidement possible et converger le plus rapidement possible sur la nouvelle consigne. Mathématiquement, voici ce que ça donne. Donc, sans vouloir déstabiliser vos étudiants avec trop de mathématiques, et mathématiquement, c'est ce qui se passe dans le contrôleur, c'est ce que le contrôleur calcule continuellement. Donc, vous voyez qu'on a notre gain de contrôleur qui est ici, qui vient multiplier chacun des trois autres termes. Donc, l'erreur pour obtenir la réponse proportionnelle, l'intégrale pour venir obtenir la réponse intégrale et même chose pour la réponse dérivée. Vous remarquerez aussi que la constante de temps intégrale est ici au dénominateur, alors que la constante dérivée est au numérateur, ce qui a pour effet que les deux, évidemment, varient inversement l'une à l'autre. Plus on augmente le paramètre TD, plus la réponse dérivée est accentuée, alors que plus on diminue le paramètre TI, plus la réponse intégrale est accentuée. Donc, il faut changer ces paramètres-là dans deux directions différentes, dépendant si on veut augmenter ou diminuer leur rapport à la réponse. Et finalement, il y a le paramètre ici qui est notre bias, notre ordonnée à l'origine en termes mathématiques. Donc, c'est la valeur de notre variable manipulée, donc la valeur de sortie de notre contrôleur quand il n'y a aucune erreur. Donc, présentement, je suis exactement au niveau de ma consigne, par exemple. Ma consigne est à 50 et c'est le niveau actuel de ma cuve. Mon erreur est 0, mais la sortie de mon contrôleur n'est pas nulle parce qu'il faut quand même qu'il envoie un signal à la pompe pour lui demander de continuer à remplir la cuve parce que la cuve se vide continuellement aussi. Donc, la pompe doit continuer à fonctionner pour garder l'erreur nulle. C'est un exemple que je donne, évidemment. Là. Ça pourrait être une valve, un élément chauffant, etc. C'est la valeur qu'on doit envoyer à notre élément de commande finale pour maintenir l'erreur à 0, finalement. On termine la théorie avec la structure des contrôleurs. Il y a des contrôleurs non-interacting. Encore une fois, les termes ne me viendront pas en français, je suis désolé. Donc, sans interaction, mais c'est sûrement pas ça en français. Donc, vous voyez que dans cette configuration-là, nos termes intégral et dérivés sont séparés l'un de l'autre et n'ont pas d'effet l'un sur l'autre. Ils sont chacun multipliés par le gain du contrôleur, mais la sortie de mon paramètre intégral n'a pas d'impact sur le terme dérivé et inversement. Tous les termes sont finalement additionnés au bout. C'est le type de contrôleur qui est mis en œuvre dans LV-ProSim. Mais c'est malheureusement pas le type de contrôleur qu'on retrouve normalement en industrie. La raison pour laquelle c'est ce qu'on a mis dans LV-ProSim, c'est que ça permet à l'étudiant de comprendre beaucoup plus facilement l'impact de chacun de ces paramètres-là, du proportionnel, intégral et dérivé, quand ils n'interagissent pas l'un avec l'autre comme ça, parce qu'ils peuvent augmenter juste TI et voir l'impact de la réponse sans que ça ait d'impact sur l'autre. Le problème avec ce type de contrôleur-là, c'est qu'ils sont plus instables, sont plus difficiles. C'est plus difficile d'atteindre une commande exacte et rapide avec ce type de contrôleur-là. Et c'est pourquoi, en industrie, on va plutôt utiliser les contrôleurs qui interagissent, donc Interacting Controller, ou les contrôleurs en série,
qui, comme vous le voyez ici, chacun des paramètres est en série l'un avec l'autre. Donc, la sortie du paramètre intégral va être alimentée à mon paramètre dérivé. Donc, ils vont interagir l'un avec l'autre. Ça rend ça plus difficile à comprendre la façon que la réponse varie en fonction d'une variation de paramètres, mais ça produit un contrôleur qui est plus stable et plus facile pas plus facile à ajuster, mais plus stable une fois que les paramètres sont ajustés. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on va retrouver en général en industrie. Et puis finalement, il y a les contrôleurs parallèles qui, eux aussi, vont être utilisés uniquement pour enseigner les principes. Alors ici, vous voyez que la différence, c'est que le gain du contrôleur ne vient pas multiplier les paramètres intégral et dérivés. Il est complètement séparé. Donc là, on a vraiment une isolation totale entre les différents paramètres. OK, alors avant qu'on plonge dans un premier exemple concret et fixe, est-ce qu'on a des questions? Oui, ouais, bonjour. Au niveau des questions, ce qui revient souvent, c'est s'il y a moyen de visionner les webinaires passés. J'ai pris en note les gens qui m'ont manifesté de l'intérêt. Peut-être que je pourrais prendre en note les autres gens qui voudraient se manifester. Vous avez qu'à poser votre question dans la boîte de questions, puis je vais prendre en note votre adresse courriel pour faire un suivi par la suite. Oui, ou Sinon, sinon tu oui, peux donner aussi l'adresse de service de notre département de service parce que oui, c'est eux qui aussi. s'occupent de faire suivre ces. Donc, ils ont juste à écrire un courriel à service disant j'aimerais avoir l'enregistrement du webinaire à telle date, tel sujet, et on va pouvoir, et à telle langue évidemment, mais on la devine en fonction de la langue dans laquelle le message est écrit, puis on va faire parvenir. Sinon aussi, sachez tous et toutes que même si vous êtes intéressé par un webinaire, vous l'avez vu annoncé, mais que malheureusement, vous n'êtes pas disponible à la date et l'heure de diffusion, inscrivez-vous quand même au webinaire et nous, on envoie systématiquement à tous ceux qui s'étaient inscrits à un webinaire, on envoie un lien vers l'enregistrement de la vidéo de ce webinaire 24 heures après la diffusion du webinaire. Donc, c'est une bonne façon pour vous de vous assurer de recevoir l'enregistrement, même si vous n'avez pas pu participer à la session live. Parfait. Ben, je viens d'écrire dans la boîte de chat l'adresse de service. Puis, oui, c'est bon pour les webinaires, mais c'est bon pour à peu près n'importe quel problème technique que vous pouvez avoir. En effet. Et Christian, j'essayais, pendant que tu continuais, d'aller sur le site de Termium puis du dictionnaire Ah, terminologique. oui. Et si on parlait de taux d'action par intégration, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche Ah, pour le OK. reset rate. Puis pour ce qui est d'interactif, de dire non interactif, ça semble correct aussi. Ah, bon, c'est bon. Alors, des fois, on fait de la traduction littérale. C'est bon. Ouais. Donc, parfait. Le taux d'action par intégration, je ne suis pas sûr que je vais m'en rappeler, là, mais merci bien pour le tuyau. OK, donc, premier type de contrôle qu'on va apprendre à faire, on va le faire avec une boucle de commande de pression et on va découvrir comment on peut trouver les bons paramètres P, I et D tout simplement par essai et erreur. Évidemment, on n'ira pas de façon aléatoire. Il y a quand même une façon particulière de procéder à ces essais et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc, la façon de procéder par essai et erreur, c'est que premièrement, on va isoler chacun de nos termes P, I et D et on va commencer par trouver la bonne valeur pour le paramètre proportionnel parce que comme vous avez vu dans les équations mathématiques, c'est celui qui a le plus d'importance parce qu'il vient multiplier chacun des autres termes. Donc, c'est très important de définir le paramètre proportionnel dès le départ. Donc, on va commencer par être certain qu'il n'y a aucun paramètre I et D dans l'équation. Puis, on va donner un gain de 1 à notre contrôleur pour le paramètre P, le paramètre, le KC, le gain du contrôleur. On va mettre le contrôleur en mode automatique. On va faire subir un changement d'échelon. Donc, on va soumettre notre process à un changement d'échelon, à la consigne, et on va regarder si le système tombe en oscillation. Si le système ne tombe pas en oscillation, on va doubler le gain du contrôleur, donc on va le faire passer de 1 à 2. On va faire subir encore une fois un changement d'échelon. On va regarder si c'est oscillatoire. Non, on double encore, on passe à 4. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on commence à avoir un comportement oscillatoire dans la réponse.
Dès qu'on a un comportement oscillatoire, on sait qu'on est rendu trop loin, on a mis notre gain à un niveau trop élevé et on va revenir d'un demi-pas, si vous voulez, vers le gain précédent. Donc, si à 2, je n'étais pas oscillatoire et à 4, je deviens oscillatoire, je vais établir mon gain à 3, donc à mi-chemin entre les deux. Et ça va devenir mon gain initial dont je vais me servir pour déterminer les autres paramètres. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour le paramètre I et D, mais sauf que là, on va laisser les autres paramètres actifs. Donc, en laissant notre paramètre P, notre gain de contrôleur cassé en action, on va venir faire subir des changements d'échelon, des changements, des step change à notre process et on va varier notre paramètre TI étape par étape jusqu'à ce qu'on ait un comportement, encore une fois, oscillatoire. Sauf que cette fois-ci, faites attention, TI, comme TI est au dénominateur dans notre équation mathématique, il faut d'abord commencer avec une grande valeur pour TI, et plutôt que de la multiplier par 2 à chaque étape, on va la diviser par 2 à chaque étape. Donc, par exemple, on peut partir avec une valeur de 50, puis on va passer à 25, à 12, à 6, jusqu'à temps qu'on devienne oscillatoire. Et on va retourner vers la valeur précédente si ça devient oscillatoire. Et finalement, pour le paramètre D, on va faire la même chose. On garde P et I actifs. On fait subir des changements d'échelon à notre consigne et on regarde comment le système répond. Et on part avec une très petite valeur pour le dérivé, souvent 0.1, même pas 1. On va partir avec une très petite valeur et on va doubler cette petite valeur-là à chaque nouvel essai jusqu'à ce que ça devienne oscillatoire. C'est la façon de procéder. Graphiquement, ce que ça donne ici pour les paramètres KC et TI, donc paramètres proportionnels et intégral, on peut voir, on peut se fier à ce petit schéma ici pour nous aider à savoir dans quelle direction on devrait aller. Donc, par exemple, si la réponse qu'on obtient, c'est celle-ci, dans le milieu à gauche, on sait qu'on aurait avantage à augmenter à doubler notre paramètre intégral pour obtenir quelque chose qui ressemble plus à ça. OK? Et si on double encore le paramètre, faites attention, quand on double le paramètre intégral, ça veut dire qu'on diminue l'apport du paramètre intégral dans l'équation. Donc, ça devient moins oscillatoire. Et si on double encore, ben là, vous voyez que notre réponse devient trop amortie, trop lente. Inversement, bien évidemment, pour casser, c'est la même chose. Si on a une réponse vraiment très oscillatoire comme ça, on peut, en diminuant notre gain de contrôleur, on peut obtenir une réponse moins oscillatoire, puis encore moins oscillatoire. Donc, c'est une façon graphique de se guider. OK, alors on passe au simulateur. Ici, notre LV-ProSim pour essayer notre méthode par essai et erreur. Donc, j'ai ici un process de contrôle de pression. OK. J'ai déterminé les paramètres de simulation que vous voyez ici. Donc, en général, une commande de pression, c'est toujours assez rapide parce que la pression varie à l'intérieur de canalisation de façon égale selon la loi de Pascal partout. Donc, la réponse est en général assez rapide, ce qui fait qu'on a une constante de temps assez basse, assez rapide, puis un gain assez faible aussi et un petit temps mort dans le cas de ce système-là que j'ai prédéfini pour cet exercice. Donc, on va partir notre enregistreur ici qui va nous permettre d'observer les valeurs de nos consignes. On est en mode, on va vouloir se mettre en mode automatique ici. Je vais partir ici avec, attendez un petit peu, là, je fais juste m'assurer. Oui, c'est bon. Donc, on va enlever nos paramètres I et D ici à la réponse et on va partir avec un gain comme on l'a vu de 1. Comme ça. Et on va faire subir un changement d'échelon ici. Je vais juste m'assurer que tout ça répond correctement. Moi, je suis en mode manuel, ça irait mieux si j'étais en mode automatique. Voilà. Donc, en passant en mode automatique. OK, voilà. Je viens d'appliquer, ça répond. Donc, je vais changer la couleur un petit peu ici pour que ce soit plus évident. Attendez, on va changer ça ici pour du noir.
comme ça ici. Donc, on voit en bleu notre consigne. En noir, c'est la sortie de notre contrôleur, donc ce qu'on envoie à la pompe, la sortie qu'on envoie à la pompe. Et en rouge, on a notre variable de commander qui est la pression. Donc, on voit que notre consigne, à l'heure actuelle, elle est à 40 et la variable de pression se stabilise à 20. Donc, on est très loin, encore une fois, de la consigne. Je fais un changement d'échelon ici de 40 à 50 pour voir comment mon système répond à ça. Voir si on est oscillant. On voit qu'on n'a pas du tout tendance à osciller. Donc, on peut se permettre d'augmenter notre gain, doubler notre gain à 2 ici. On fait un autre changement de consigne. Et en passant, quand on change la consigne comme ça, pour faire trouver les bonnes valeurs de paramètres, vous avez avantage à toujours faire votre changement de consigne dans la même direction. Donc là, j'ai fait un changement vers le bas parce que je n'ai pas le choix, il faut que je la rediminue avant de la réaugmenter. Mais si vous voulez vraiment voir comment votre système répond, vous devez toujours faire le changement dans la même direction, c'est-à-dire de 40 à 50. C'est l'exemple que je prends ici. Je fais ma variation de 40 à 50 pour voir comment le système répond à ça avec un gain de 2. Donc, on est toujours très loin d'une réponse oscillante, sauf que vous voyez qu'il y a un léger dépassement ici par rapport à la valeur finale. Donc, on voit que déjà, on se dirige vers quelque chose qui va tendre vers l'oscillation. Je double le paramètre ici K, je repasse à 40 et j'applique. Donc, on devrait voir que là, notre réponse devient un peu plus oscillatoire. Donc, effectivement, on commence à avoir des petites oscillations ici. Je repasse dans le même sens en montant de 40 à 50 avec un gain de 4. Et vous voyez que la réponse n'est pas la même quand on monte et qu'on descend. Donc, c'est important de faire de toujours y aller dans le même sens. Donc là, on voit qu'on est rendu avec un peu trop d'oscillation, effectivement. Donc, à 4, on voit que le gain est un peu trop élevé. Donc, on va retourner vers la valeur intermédiaire qui est de 3. Et là, on vient d'établir notre paramètre proportionnel initial. Maintenant, pour notre paramètre intégral, on commence, comme je vous disais, avec une grande valeur qu'on va couper par 2 à chaque étape. Comme je sais que la valeur que je recherche à la fin, c'est 2,4, mais je ne partirai pas avec quelque chose de trop grand. On va commencer avec 10 comme ça. Et j'insère le paramètre intégral en cliquant sur la case à cocher ici. Et je fais un changement encore vers le bas à 40. J'applique le tout. Et encore une fois, j'attends que ça stabilise un peu. Donc, vous allez voir que maintenant, contrairement à précédemment où on avait toujours cette erreur statique-là qui demeurait, on voit que maintenant, notre paramètre tend vraiment vers la consigne parce qu'à cause du paramètre intégral, on vient corriger cette erreur statique-là avec le temps. Mais on voit que l'erreur est corrigée vraiment très lentement, ce qui nous indique bien que notre paramètre intégral n'est pas assez élevé. Là, ça prend trop de temps pour converger sur la consigne. Donc, on va venir diminuer notre paramètre ici. On va le diviser par 2. On descend à 5. On fait un autre changement d'échelon ici et on applique. Donc, on voit que le comportement est déjà assez intéressant. Une légère oscillation, mais on converge assez rapidement. On peut essayer d'aller voir un peu plus bas à 2,5. Avec, encore une fois, on redescend ici. Donc, évidemment, plus on augmente notre terme intégral, plus on converge rapidement, mais aussi plus la réponse est rapide, donc plus la pente est rapide, mais aussi plus les oscillations, plus on s'approche d'un régime oscillatoire. Donc, vous voyez maintenant qu'en remontant de 40 à 50, la réponse est très rapide. On converge assez bien.
Donc, je dirais que ça, c'est une réponse satisfaisante. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller chercher un autre paramètre. Ça, c'est quand même assez bien ici. Et finalement, on va venir insérer notre paramètre dérivé pour voir s'il y a moyen de répondre encore plus rapidement. Pour le paramètre dérivé, il y a une petite règle de pouce qui facilite de trouver la bonne valeur. En général, si vous prenez votre terme intégral et que vous le divisez entre une valeur comprise entre 4 et 8. Donc, en général, le paramètre dérivé va se situer entre la valeur de l'intégrale divisée par 4 et l'intégrale divisée par 8. C'est quelque part dans ces eaux-là que va se trouver le bon paramètre. Donc, ici, on veut commencer avec quelque chose de petit, genre 0.1, et de l'augmenter en doublant. Mais comme je sais que je vais me situer au moins à diviser par 8, je vais faire 2.5 divisé par 8, ce qui me donne 0.3 à peu près. Et je vais insérer ce nouveau paramètre ici. Je vais faire un nouveau changement vers le bas. Et on va voir ce que notre paramètre dérivé nous donne ici. Donc, comme vous voyez, il n'y a plus d'oscillation. Réponse aussi rapide, mais plus d'oscillation. En un seul dépassement, on converge immédiatement sur la valeur. Ce qui est très bon, mais juste pour le plaisir, on va doubler notre paramètre ici pour aller voir ce qu'on obtient comme réponse. Et là, immédiatement, on constate l'effet d'un paramètre dérivé trop grand. Comme je vous disais, ça peut créer une instabilité pour notre élément de commande final. Alors ici, si c'est notre pompe, en noir, c'est le signal qu'on envoie à la pompe. Alors vous voyez qu'effectivement, on envoie des signaux qui varient très rapidement dans le temps à la pompe. On va entendre la pompe justement travailler très fort pour éventuellement se stabiliser. Donc ça, c'est le problème d'un terme dérivé trop grand, dépendant de ce qu'on contrôle. C'est sûr que si notre élément de commande finale n'est pas d'une nature mécanique qui va s'user avec un signal comme ça, ce qui est assez rare, ça pourrait être le cas d'un élément chauffant, par exemple. C'est pas grave, on peut garder ça comme ça si ça nous permet d'obtenir une réponse meilleure. Mais si on veut préserver l'intégrité mécanique de nos composantes, en général, on va s'arranger pour avoir un terme dérivé pas trop élevé. Donc, je pense qu'à 0.3, on avait une très bonne valeur. Et on revient à cette valeur. Encore une fois, on fait un petit changement pour s'assurer que notre boucle est bien commandée. Et vous voyez que ça serait difficile d'obtenir beaucoup mieux que ça. On a une réponse rapide, on converge très rapidement sur la nouvelle valeur. Donc, c'est assez une bonne réponse. Alors voilà pour ce qui est de la méthode par essai et erreur. Des questions, FX, avant qu'on passe au cycle ultime. Je crois qu'on peut poursuivre. La question que j'avais, c'était pour Fluidsim. C'est un sujet apparenté, mais c'est un autre simulateur, donc j'ai répondu en privé à la personne. Parfait, merci beaucoup. Donc, on retourne à notre présentation PowerPoint. En passant, j'ai oublié de vous dire, est-ce que je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas, que la présentation que j'utilise ici est disponible dans la section des fichiers à télécharger dans l'interface GoToWebinar. Donc, allez dans cette section-là, vous allez trouver ce PowerPoint. Je ne prétends pas que c'est une super présentation, mais disons que c'est ce sur quoi la présentation ici est basée. Donc, ça va vous aider à vous rappeler ce qu'on a vu ensemble. Donc, si je repars en mode présentation ici, maintenant, on va regarder à une commande de... En fait, c'est pas vrai, on ne fera pas vraiment. L'exercice 6.2 dans le manuel, c'est une commande de débit qui est faite pour présenter la méthode de cycle ultime. Encore une fois, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, le cycle ultime, le ultimate cycle. Qu'on appelle aussi la méthode en boucle fermée de Ziegler-Nichols. Parce que justement, on va utiliser notre système en boucle fermée, donc en boucle de rétroaction, en boucle automatique, comme on vient de le voir. Et encore une fois, on va jouer avec nos paramètres pour amener le système dans un certain état. Mais cette fois-ci, plutôt que de chercher à éviter les oscillations, c'est plutôt le contraire. On va trouver le paramètre P qui nous permet d'obtenir une oscillation constante. Et puis partant de là, on va pouvoir déterminer les autres paramètres. Donc,
L'oscillation constante, ben, c'est-à-dire que c'est une oscillation qui n'ira pas en s'atténuant. Donc ça, ici, vous voyez qu'on est en système, en régime oscillatoire, mais non constant parce que les oscillations tendent à s'amenuiser avec le temps. Et ici, à l'inverse, on a un système dont les oscillations s'amplifient avec le temps. Donc, on n'a pas, dans aucun des cas, une oscillation constante. Alors, ce qu'on veut, c'est trouver la bonne valeur de gain de contrôleur KC qui va nous donner une oscillation constante comme celle-ci. Alors, quand on va réussir à trouver cette valeur de gain qui nous donne une oscillation constante, on va pouvoir mesurer la période d'une oscillation ici, ce qui va nous donner le paramètre TU. Et on a aussi le paramètre KU, notre gain ultime, qui nous donne cette oscillation-là. Donc ça, ce sont les deux paramètres qu'on tire de cette expérimentation-là. Et ces deux paramètres-là vont nous permettre de déterminer tous les autres paramètres, c'est-à-dire paramètres intégral et dérivés. Donc, si on veut avoir un contrôleur proportionnel seulement, on va tout simplement prendre le contrôleur, le gain ultime qu'on vient de trouver, qu'on va diviser par 2. Donc, on prend le gain qui nous donne une oscillation constante, on le divise par 2 et en général, ça nous donne un très bon gain pour notre contrôleur. Si on veut avoir un contrôleur PI, on va le diviser, on va le diviser un peu plus que par 2, on va le multiplier par 0,45 parce que je vous rappelle que ce paramètre-là, KC, va venir multiplier aussi le paramètre I. Donc, si on rajoute un autre paramètre qui est multiplié par celui-ci, c'est sûr qu'il faut diminuer la valeur du gain lui-même parce que sinon, son importance serait trop grande dans la réponse. Donc, on multiplie KU par 0,45 et on prend la période ultime, donc la période d'un cycle comme ça, qu'on va diviser par 1,2 et ça va nous donner notre paramètre intégral, notre constante de temps intégrale. Si on veut PD, c'est rare qu'on ait des contrôleurs PD, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Et puis finalement, PID, bien, on multiplie KU par 0,6 pour notre KC et on divise notre période ultime par 2 et on la divise par 8. Donc, vous voyez le rapport dont je vous parlais tantôt que souvent le paramètre dérivé est situé entre le paramètre intégral divisé par 4 ou par 8. Donc, on voit ici qu'effectivement, ici on divise par 2, ici on divise par 8. Donc, notre paramètre dérivé est 4 fois plus petit que le paramètre TI. Parfait. Donc, le but de ces valeurs-là de paramètres en général vont vous permettre d'obtenir un taux de décroissance des amplitudes de 1 quart. Encore une fois, là, je fais une traduction littérale, pas une traduction littérale, mais instantanée. Donc, on parle de Quarter Amplitude Decay Ratio. Donc, c'est ce que Ziegler-Nichols tentaient d'obtenir quand ils ont défini leurs paramètres P, I et D, comme on vient de le voir. C'était d'obtenir une réponse qui va faire qu'à chaque nouvelle oscillation, l'amplitude de l'oscillation va avoir été divisée par 4, simplement. Et l'oscillation suivante aussi, de sorte que très rapidement, on converge vers une réponse non oscillatoire. Finalement, petite note ici, faites attention, la méthode de cycle ultime n'est pas utilisable avec tous les process parce qu'évidemment, ce ne sont pas tous les process qui peuvent supporter d'être amenés dans une oscillation constante. Alors, particulièrement les process qui déplacent d'énormes quantités de matière, donc de très grandes quantités d'eau, ça pourrait être très dommageable pour soit le réservoir, soit les pompes, d'amener ça dans un régime oscillatoire constant. Donc, il faut faire, ou même chose pour la pression. Si la pression devient trop élevée, ça pourrait être dangereux pour les réservoirs. Donc, la méthode de cycle ultime est à utiliser avec précaution, dépendant du process qu'on a à l'étude. Donc, allons voir ce que ça donne dans LV-Prosim. On revient ici. Et ça, je vais réouvrir le fichier sur lequel on avait travaillé lors du dernier webinaire. Donc, je vous rappelle que lors du dernier webinaire, OK, je vais peut-être devoir relancer. Je vais fermer ici mon LV-Prosim et je vais le relancer. Ça arrive des fois qu'il n'arrive pas à lire un fichier quand il part d'une configuration préalable. Donc, je relance dans ce temps-là l'application. Souvent, ça règle le problème. Donc, je vous disais que le fichier que j'ouvre ici, c'est celui avec lequel on avait travaillé lors du dernier webinaire. On va voir si cette fois-ci ça fonctionne.
Non, ça semble pas vouloir. Bon, les paramètres ici sont bons, mais ceux-ci sont manquants, donc je vais les remettre. Donc, ce sont les paramètres, comme je vous disais, avec lesquels on a travaillé lors du dernier webinaire. Donc, on avait une constante de temps ici de 10. On avait un gain de 0,57 et un... Oups, 0,57, excusez-moi. Et un temps mort de 2,3. Et ce sont ces paramètres qu'on avait ensuite, en soumettant notre process à des changements d'échelon, on avait retrouvé ces paramètres-là, je vous rappelle, en se servant des curseurs. Donc, c'est le même process que j'utilise ici, mais cette fois-ci, on va s'en servir pour trouver les paramètres P, I et D nécessaires pour le commander. Donc, étant donné qu'on n'a pas vraiment besoin des cadrans ici pour observer les valeurs en temps réel, ce qui nous intéresse, c'est la forme des courbes. Je ne prendrai pas le temps de redéfinir les cadrans ici. Je vais juste m'assurer qu'on revoit bien les paramètres à l'intérêt sur la courbe. Donc, la consigne et la sortie de notre contrôleur 1, dont je vais encore une fois changer la couleur pour du noir. Voilà. Donc, je peux partir ça ici. On est en mode automatique. Je vais désactiver les paramètres intégral et dérivatifs et je passe en mode automatique ici. Donc, notre consigne est à 25 et on voit que notre variable, notre niveau, c'est une commande de niveau encore ici, notre niveau se dirige vers la consigne, mais on va demeurer avec cette erreur statique-là. Bon. Donc, normalement, on va partir, ça c'est avec un gain de 7, là, qui est la réponse finale, mais je vais juste vous montrer que si on, excusez, là, on va augmenter notre gain on est avec la méthode de cycle ultime, on va augmenter le gain pour voir son ton en oscillation. Donc, avec un gain de 7, on voit que la réponse est loin d'être oscillatoire, donc je vais le doubler. Je vais monter à 14. Je vais faire un changement d'échelon ici à 35 et on va appliquer. Donc, on va voir si on tombe avec une réponse oscillatoire. Donc, oui, de toute évidence, il y a des oscillations. Est-ce qu'elles vont être constantes? Alors, une bonne façon de déterminer si les oscillations sont constantes, c'est de prendre nos curseurs en Y ici et de venir se placer. C'est sûr qu'on peut le faire à l'œil, là, mais avec les curseurs, c'est encore plus précis. On vient se placer sur les crêtes de la première oscillation. Et on voit si à chaque oscillation supplémentaire, on vient retoucher nos curseurs. Donc, on voit que tranquillement, l'amplitude diminue. Donc, 14, ce n'est pas tout à fait un gain assez élevé pour avoir une oscillation constante. Donc, on va augmenter. Je ne monterai pas à 28 parce que je sais que c'est beaucoup trop. Montons à 15. Et on applique ça. Puis, on refait un petit changement ici. Donc, en général, à 15, on devrait avoir une oscillation constante. Donc, encore une fois, je vais venir déplacer mes curseurs ici. Donc, effectivement, on voit qu'à chaque nouveau cycle, on vient toucher à nos curseurs. Donc, l'oscillation est constante. À 15, on a trouvé l'oscillation constante. Donc, notre gain ultime est de 15. Maintenant, il nous reste à déterminer la période ultime. Donc, je vais mettre ça sur pause ici. Pause. Et avec les curseurs en X, on va pouvoir venir lire la période. Donc, je vous recommande de lire la période sur plusieurs cycles. Ça permet d'être plus précis. Donc, je vais commencer ici, dans le milieu de la crête négative de celle-là. Et je vais venir lire jusqu'à ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4 périodes ici. Donc, on lit une différence de 2,649 moins 2,138. Encore une fois, ma petite calculatrice. 2,649 moins 2,138 divisé par 4 parce qu'on a 4
période et on multiplie ça par 60 pour obtenir ça en secondes. Ça nous donne une période de 7,665. C'est notre période ultime dont on va se servir par la suite dans nos calculs. Donc, si on retourne à notre PowerPoint, ici, oups, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Donc, si on revient à notre PowerPoint ici, on voit que si on veut avoir un contrôle PI, il va falloir diviser cette période-là par 1,2. Et si on veut avoir un contrôle PID, ce que je vais faire maintenant, on va diviser ça par 2 pour obtenir notre paramètre intégral. On va multiplier notre gain par 0,6. Donc, allons faire ça immédiatement. Donc, on va multiplier le gain par 0,6, ce qui va nous donner 9. On va diviser notre paramètre intégral, notre période qu'on vient de trouver à 665. On va diviser ça par 2 pour obtenir notre paramètre intégral, 3,83. Et finalement, notre paramètre dérivé va être divisé par 8. On va diviser ça par 4 en fait ici. Donc ça divisé par 4. Et on obtient 0,96. 0,96. On met tous les paramètres ici en fonction. On vient changer notre consigne. On repart notre enregistreur et on applique le tout pour voir comment notre système répond. Donc là, on est en mode PID avec des paramètres qui ont été calculés. Oups, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que quelqu'un a noté une erreur dans les calculs que j'ai Il y a faits? Alain ici, Christian, qui nous disait de faire attention à la saturation. Oui, non, je comprends. J'essaie de voir l'erreur que j'ai faite. Par contre, ici, OK, 7,5, ça c'est bon. Je revérifie mes paramètres que je m'étais d'abord mis Le en contrôle TD est à 100. PID. Ah, la dérivée, ben oui, c'est ça. C'est ma dérivée Ouais. qui a pas pris la valeur que je lui ai donnée, Merci, Alain. qui était de 0,95. C'est pour ça. Donc, vous voyez ce que ça donne quand on n'est pas bien ajusté, n'est-ce pas? Notre paramètre dérivé, elle peut venir insérer une grande instabilité. Donc, ah oui, on aime beaucoup mieux ça là ici. Donc, je vais venir encore une fois faire un petit changement d'échelle, d'échelon ici. Appliquer le tout, 9, 3,83. Vous remarquerez que des fois, il faut faire un changement pour forcer le simulateur à refaire ses calculs. Des fois, il ne se rend pas compte immédiatement. Donc, en faisant un changement d'échelon et en réappliquant, ça force le simulateur à recommencer ses calculs de zéro. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a une réponse beaucoup plus satisfaisante. Je refais un changement d'échelon en montant et on applique. Et voilà. Parfait. Donc, on voit que la méthode de cycle ultime donne des résultats très satisfaisants, effectivement. On a une réponse rapide ici. Et finalement, la dernière méthode, c'est la méthode de Ziegler-Nichols. Je m'excuse, je me rends compte que j'ai débordé un peu ce matin. Avec Ziegler-Nichols, pour ceux qui peuvent encore rester avec nous quelques minutes, tout simplement, c'est qu'on va prendre les 3 paramètres qu'on a déterminés à l'aide de notre test en boucle ouverte qu'on a fait la semaine dernière. Donc, je vous rappelle qu'avec ce test-là, on a pu mesurer justement la constante de temps de notre process, le temps mort et le gain du process. Donc, ces 3 paramètres-là qu'on avait déterminés ensemble la semaine dernière, on va les combiner ensemble dans cette équation-ci pour trouver un terme intermédiaire qu'on appelle kappa. Alors, ce terme intermédiaire-là va nous permettre de déterminer tous les paramètres P, I et D de la façon suivante. En passant, cette méthode-là, c'est la méthode qu'on appelle la méthode Ziegler-Nichols en boucle ouverte. Donc, celle qu'on vient de faire, c'est la méthode Ziegler-Nichols en boucle fermée. Donc, le contrôleur est en boucle fermée pendant qu'on cherche le cycle ultime. Alors qu'ici, on est en boucle ouverte. On a fait un essai en boucle ouverte. Ça nous a permis de déterminer ces 3 paramètres-là. Et on va se servir de notre kappa ici pour trouver les autres
paramètres. Donc, ça, c'est une bonne méthode à utiliser justement quand notre process ne peut pas être mis en oscillation constante parce que ce serait dommageable. Donc, on fait un test en boucle ouverte comme ça et ça nous permet de trouver ces paramètres. Donc, par exemple, si on fait le calcul ici de notre kappa avec les paramètres qu'on avait pour ce process qui était de 10 pour le temps mort, 2,8 pour le gain et 0,57 pour la constante de temps. Donc, on va venir rentrer ça ici. On a 0,57 divisé par, ouvrir la parenthèse, j'ai dit 2,8 fois 0,57. Fermer la parenthèse. Et ça donne 0,357 pour mon kappa. Donc ça ici, c'est mon kappa que je vais sauver dans la mémoire ici. Donc 0,357. Donc je vais faire 0,9 fois ça. Ça va me donner, attendez un petit peu, c'est-tu la bonne valeur? Je pense que j'ai fait une erreur. Parce que ça ne devrait pas être ici bas. Je recommence. 10 divisé par, ouvrir la parenthèse, 2,8 fois 0,57. Fermer la parenthèse. Ah, voilà, ça a plus de sens. Un kappa de 6,26. Donc, on va multiplier ce kappa-là par, si on veut un contrôle PID, par 1,2. Donc, multiplié par 1,2. 6,26, il faut que je m'en rappelle parce que je ne l'ai pas mis dans la mémoire. Donc, 6,26 tout le monde. Donc, 7,5 pour le gain. Donc, on vient rentrer ici 7,5. En passant, c'est le même process, donc les mêmes paramètres. Ensuite de ça, le I, on dit que ça va être obtenu. Ah, je me trompe toujours de PowerPoint. Le I va être obtenu en multipliant notre dead time par 2. Donc, ça va donner 5,6. Donc, 5,6 ici. Et puis, finalement, notre dérivé va être obtenu en multipliant le dead time, le temps mort par 0,5, donc 1,4. 1,4. Donc, vous voyez que cette méthode-là nous donne des paramètres quand même légèrement différents. Tantôt, on avait 9, on avait 4, on avait 0,9. Des paramètres légèrement différents, mais quand même qui se rapprochent de ce qu'on avait avec l'autre méthode. Donc, on va faire un changement d'échelon ici pour voir maintenant comment notre système répond avec ces nouveaux paramètres. Et ça devrait nous donner encore une fois une réponse assez satisfaisante. Donc, tout ça pour dire que justement, ces paramètres-là qu'on obtient avec ces méthodes-là sont des paramètres initiaux qui nous donnent un bon point de départ. Mais là c'est là que, là, jusque-là, c'était le process, c'est de la technique. Là, rendu là, ça devient de l'art. Alors, un bon technicien de process va savoir, partant de ces paramètres initiaux-là, comment les ajuster pour obtenir une réponse encore meilleure et plus satisfaisante. Il y avait un commentaire, FX. Ah, ben, c'était mon commentaire à moi. Je me demandais si le niveau de charge de ta batterie était satisfaisant. Puisque j'ai vu un Ah message oui, un peu passer. ben oui, Oui. merci, Je suis effectivement. sûr qu'on se rend jusqu'à la fin. Oui, 16 effectivement. Je m'étais dit ce matin que j'aurais pas besoin de la brancher puisqu'elle est pleinement chargée, mais bon. Mais de toute façon, on arrive justement à la fin de ce webinaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, FX? Non, les gens sont attentifs, ça va bien. On peut conclure, je crois bien. Puis s'il y a de quoi, ben, je vais prendre note des questions résiduelles. Parfait. Donc, ça fait vraiment le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Sachez que dans le PowerPoint, si vous regardez par la suite, il y a quelques diapositives supplémentaires parce qu'on avait pensé pouvoir avoir le temps de couvrir initialement, de couvrir le contrôle en cascade et je pense qu'il y avait un autre exercice après. Oui, et un procédé de deuxième ordre. Bon, évidemment, après ça, en commençant à donner ces webinaires, on s'est rendu compte que c'était impossible de couvrir le tout dans une heure. Donc,
c'est des choses que vous pouvez explorer par vous-même. Si on sent qu'il y a une demande suffisante, on pourra faire un troisième webinaire pour couvrir ces deux derniers sujets, donc contrôle en cascade et contrôle d'une boucle de deuxième ordre, ou c'est des choses que vous pourrez explorer par vous-même. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres webinaires de programmer, mais c'est possible qu'on en fasse un troisième si la demande le suggère. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous voyez l'utilité de cet outil de LV ProSim. Encore une fois, j'imagine que tous vous l'avez déjà téléchargé. Sinon, vous pouvez aller sur notre site, le site labvolt.com, chercher LV ProSim et vous allez trouver le lien pour télécharger ce logiciel qui va vous permettre de faire du process à la maison et à distance avec vos étudiants pendant toujours cette période de confinement qui s'achève. Un mot de la fin, FX? Oui, ben, j'ai constaté aujourd'hui que c'était intéressant d'avoir le simulateur pour rapidement pouvoir faire des tests de contrôle de procédé. Je vois que c'est vraiment avantageux. J'avais pas eu l'occasion de le faire par moi-même, mais je pense que je vais moi aussi télécharger la dernière version et faire un petit bout de mon côté. Si je regarde du côté du chat pour une dernière fois, au niveau des questions, on est content d'avoir les certificats. Je crois que ça va être envoyé automatiquement par courriel. Non, en fait, les certificats ne sont pas envoyés automatiquement parce que ce n'est Ah, pas OK. tous qui les demandent. Donc, si vous voulez avoir un certificat, encore une fois, écrire à service, l'adresse que FX vous a donnée un peu plus tôt, demandant un certificat pour le webinaire de telle date, telle heure, et on va vous l'envoyer avec plaisir. Parfait. Et puis, il y a certains webinaires qui sont offerts par nos collègues des États-Unis Oui. sur différents sujets. Bon, évidemment, c'est pas en français, ça, c'est nous à Québec qui les faisons, mais il est possible de les faire, de les suivre, mais malheureusement, ben, il n'y a pas de service de traduction simultanée, c'est tel quel. En effet, malheureusement pas. Donc, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de sujets qui touchent plus l'automatisation et tout ça du côté des États-Unis. C'est pour ça que Scripting, nous, on essaie de couvrir davantage les sujets qui ne sont pas couverts par nos collègues américains là, pour couvrir un plus large éventail des sujets que vous devez enseigner à vos étudiants. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Merci FX de ton aide encore une fois. Désolé d'avoir débordé, c'est toujours difficile. On a trop de sujets, trop de choses à dire. Donc, merci. Et puis, la semaine prochaine, sachez que le prochain webinaire, on retourne dans le domaine électrique, électrotechnique, avec les lignes de transmission et la régulation de la tension sur les lignes de transmission de manière manuelle et de manière automatique avec la technologie SVC. Donc, c'est le sujet du prochain webinaire la semaine prochaine. Inscrivez-vous en grand nombre. Merci beaucoup et bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.